Bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée, dont tels sont les principaux titres. Après Tajoura, c'était ce matin au tour d'Obok d'accueillir le Premier ministre Abdelkader Kamil qui mène des consultations de terrain sur le processus de décentralisation. Le président kenyan maintient ses troupes en Somalie dans le cadre de l'AMISOM. Mais avant de développer ces titres, ce communiqué qui nous provient du ministère des Affaires étrangères, il indique ci-dessous, je cite, « La République de Djibouti exprime son soutien indéfectible avec le Royaume d'Arabie Saoudite contre toute attaque à l'encontre de sa souveraineté et sa position qui reste stratégique pour la sécurité et la stabilité des mondes arabes et musulmans. » Aussi, la République de Djibouti dénonce la violence de la campagne de diffamation menée par les médias à l'encontre du Royaume et réaffirme en même temps sa solidarité envers nos frères saoudiens sur leur politique et efforts qui cherchent à consolider la paix et la stabilité sur le plan régional et international. Je vous le disais en titre, après Tajoura, c'était ce matin au tour d'Obok d'accueillir le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed qui mène des consultations de terrain sur le processus de décentralisation. Le Premier ministre effectue une tournée régionale pour constater de visu les avancées enregistrées en la matière. Il est accompagné d'une forte délégation ministérielle comprenant le ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget, la ministre de la Femme et de la Famille ainsi que le ministre délégué à la décentralisation. À son arrivée à Obok, il a été accueilli par le préfet de la région, le président du conseil régional, les chefs de corps de la région, les élus nationaux et locaux, les représentants des associations des femmes et de la jeunesse. Le Premier ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par la population. Le Premier ministre et sa délégation ont eu une première consultation à la préfecture d'Obok et les sages de la région. Les échanges de points de vue entre la délégation conduite par le PM et les représentants des populations ont été marqués par leur grande franchise sur les questions qui les préoccupent. Le Premier ministre a rappelé que sa visite découle de la volonté du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui tient absolument à l'aboutissement de la décentralisation pour mieux rapprocher l'administration des administrés. D'où le but de ces visites d'évaluation de la mise en œuvre du processus conduisant à une décentralisation efficiente. Le Premier ministre a poursuivi sa visite avec cette réunion avec les membres du Conseil régional d'Obok, avec les élus locaux et les responsables des services déconcentrés. Le président du conseil régional a accueilli le Premier ministre et a ouvert les travaux en déclarant que la décentralisation commençait à prendre forme avec une avancée majeure en matière de transfert des ressources. Le Premier ministre a passé en revue les services déconcentrés, leurs capacités humaines, matérielles et financières. Les responsables des différents services déconcentrés ont exposé au Premier ministre et à sa délégation l'état des lieux de leurs services respectifs. Et en marge de sa tournée, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de 100 logements qui financera la fondation IOG Droit au logement. Fondation IOG a décidé d'étendre ses actions dans les régions de l'intérieur du pays. La Fondation IOG a été créée en 2016 par le chef de l'État. Elle porte ailleurs ses initiales et a pour objectif d'aider les plus démunis d'avoir un toit ou tout simplement un logement décent. Dans une interview accordée à la presse, le Premier ministre a rappelé que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh tient à l'aboutissement de ce processus de décentralisation qui doit permettre aux élus locaux de prendre en charge le développement de leurs régions respectives et de ne plus attendre que tout soit décidé à partir de la capitale. On fait maintenant le tour de toutes les régions. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière région qui est la région d'Obok.
nous avons fait cette tournée parce que le chef de l'État l'a exigé, notamment en ce qui concerne la déconcentration des services et la décentralisation dans la République de Djibouti. Avant la décentralisation, il y avait d'abord la déconcentration qu'il fallait mettre en place. Et c'est dans ces conditions qu'on est passé dans toutes ces régions-là. Et nous avons constaté, en effet, qu'il y avait pas mal de problèmes. Certains services qui sont déconcentrés étaient démunis. Certains n'existaient même pas. Donc c'est à ces questions qu'on doit maintenant répondre. Et le gouvernement fera tout son possible pour que, effectivement, les régions puissent se doter des services déconcentrés qui sont capables de travailler et répondre aux besoins de la population. Merci. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussahilim, a présidé ce matin une réunion avec les membres du comité national en charge de la sûreté de l'aviation civile. Le comité est l'organe gouvernemental qui regroupe tous les décideurs des entités en charge de la sûreté de l'aviation civile. Il appuie tous les intervenants chargés d'assurer la sûreté aéronautique ou qui opèrent sur la plateforme aéroportière. Des expertises, des recommandations de ce comité qui permettront à l'autorité de l'aviation civile d'être en conformité avec les normes de sécurité internationalement reconnues au niveau de chaque aéroport. Des mesures optimales sont sur la sécurité sont exigées. La mairie de la ville de Djibouti et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'UNICEF ont conjointement organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation sur l'hygiène et la nécessité de se laver souvent les mains. Des mains propres pour rester en bonne santé, c'est sous le thème qu'a été organisée la journée, se laver les mains avec un morceau de savon avant ou après avoir mangé, quand on sort des latrines, après avoir nettoyé le sol ou des endroits sales. Ce geste est devenu un impératif pour éviter les maladies et quand on vit en société. Une journée mondiale pour conscientiser les masses populaires pour effectuer ce geste simple a été instaurée et cela sert à sauver des vies humaines. Pour cette édition, une grande attention a été portée sur les enfants. La mairie de Djibouti-Ville, en partenariat avec l'UNICEF et l'UNICEF, a tenu cette année à marquer cette journée en se rendant dans 3 écoles, Balbala 3, l'école du Stade et l'école de la zone portière sud. De cette célébration, et nous avons réussi à mobiliser 120 millions d'enfants dans le monde, donc à travers 73 pays sur les 5 continents, à se laver les mains avec du savon. Et aujourd'hui, je suis fier de constater que les enfants de Djibouti aussi ont contribué et continueront à contribuer à cette initiative mondiale. La maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, a mis l'accent sur l'information et la sensibilisation auprès des élèves et des associations des parents d'élèves. Écoutons justement les propos de Mme Fatouma Awale Ousmane, maire de Djibouti-Ville. Maximum de personnes sur les conséquences néfastes d'une mauvaise hygiène des mains. Dans le monde entier, les manifestations prévues pour cette journée mondiale de lavage des mains est à promouvoir ce geste simple mais d'une importance capitale et sensibilise les populations au rôle crucial qu'ils jouent pour la survie de l'enfant et la santé publique. Chers élèves ou chers enfants, nous sommes ici pour vous sensibiliser sur l'importance capitale de cette belle journée et pour bien passer notre message. Nous avons bien choisi votre école, lieu propice de tout apprentissage et de bonnes pratiques et surtout en présence de vos chers enseignants. Sachez bien que le lavage de mains au savon apparaît comme un geste simple, mais hautement salutaire qui permet de dire que nous avons le pouvoir de rester en bonne santé si nous gardons nos mains propres. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a abondé dans les mêmes sens. Donc voici ses propos. Le but de cette journée est de mettre en œuvre ou de mettre en lumière l'importance significative des pratiques simples, efficaces, salvatrices et d'autre part de sensibiliser la population aux conséquences néfastes des mauvaises conditions d'hygiène. La diarrhée est la cause principale des mortalités infantiles, mais elle peut être évitée par un lavage régulier des mains au savon.
Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle attache une attention particulière à la promotion de la santé des élèves et l'assainissement de l'hygiène dans le milieu scolaire. Tout est mis en œuvre pour pérenniser les actions visant à informer et sensibiliser la population de jeunes et la population bien sûr scolarisée au lavage des mains au savon, comme vient bien sûr de démontrer ces jeunes élèves de l'école de Belbala 3. Ils l'ont très bien montré, ils l'ont très bien démontré, toute l'importance et bien sûr toutes les étapes à réaliser. Il s'agit notamment d'intégrer ces gestes de façon durable dans les pratiques culturelles, éducatives et sociales des élèves. Des gestes qui paraissent simples aux yeux de tout ou de tout le monde et bien sûr hautement salutaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le lavage systématique des mains au savon est un déterminant pour notre santé, car il peut à tout moment, par un geste aussi simple, être efficace et sauver des vies. Donc la commémoration de cette journée doit nous inciter à la réflexion et à l'action pour préserver le bien-être physique et intellectuel de nos élèves et prévenir les principales maladies à l'origine hydrique. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite de courtoisie de l'ambassadeur de la République fédérale de Russie, accrédité en République de Djibouti, auprès du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur russe a remis au ministre une lettre d'invitation de son homologue Vladimir Medinsky en vue de prendre part au 7e Forum culturel international de Saint-Pétersbourg qui se tient annuellement dans cette ville historique accueillant les délégations venant du monde entier. Le ministre a remercié l'ambassadeur russe pour cette visite de courtoisie permettant d'échanger sur les diverses questions portant sur la culture dans sa dimension créative et artistique. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukié, a procédé aujourd'hui au lancement d'un atelier d'information et de sensibilisation aux différents leaders communautaires de Djibouti-Ville. C'était au Palais du Peuple. La cérémonie s'est déroulée donc en présence des partenaires de la santé, notamment l'OMS, l'UNICEF, l'OIM, HCR et des responsables du ministère de la Santé ainsi que des organisations de la société civile en République de Djibouti. Du 14 octobre au 20 novembre 2014, environ 120 000 enfants de 0 à 59 mois ont reçu les gouttes du vaccin contre la poliomyélite. Il faut signaler que la poliomyélite est une maladie infectieuse qui touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. La représentante de l'OIM et le représentant du HCR ont insisté sur les différentes interventions liées à la campagne. Ils ont aussi souligné que la vaccination est l'une des meilleures stratégies pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Qui profite aussi du système des services publics. Comme vous le savez tous, cette vaccination, c'est une campagne de protection des enfants contre cette maladie qui est extrêmement grave, qui peut affecter un enfant pour le reste de sa vie. Aucun de nous ne souhaite avoir un enfant handicapé. Nous tous, nous souhaitons avoir des enfants bien portants, des enfants beaux et en forme. La représentante adjointe de l'UNICEF et le représentant de l'OMS ont réitéré l'engagement de leurs institutions respectives à accompagner le pays pour éliminer le poliovirus sauvage dans le monde et exhortent ainsi la population djiboutienne d'adhérer à cette campagne de vaccination en favorisant l'accès des enfants. Pour les efforts sans cesse menés pour améliorer l'état de santé de la population djiboutienne en général et surtout en priorité la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et particulièrement la polio. Je voudrais donc réitérer mes félicitations à son Excellence le ministre de la Santé pour avoir initié cette campagne de vaccination ainsi qu'une campagne de vaccination contre la rougeole qui va enchaîner immédiatement après cette campagne. Je voudrais aussi réitérer l'engagement de l'UNICEF pour continuer à renforcer les systèmes de surveillance et de vaccination, notamment dans la supervision
le suivi et évaluation et les stratégies communautaires pour assurer justement qu'aucun enfant à Djibouti ne soit pas vacciné. Prenant la parole en dernier, le ministre de la Santé a rappelé les progrès réalisés par notre pays dans le domaine de la vaccination de routine et a réaffirmé l'engagement de Djibouti à poursuivre l'initiative mondiale de lutte contre le poliovirus sauvage qui sévit dans plusieurs pays de la région. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous à quelques jours du lancement d'une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. En effet, notre pays a souscrit à l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite et, bien qu'aucun cas a été diagnostiqué dans la République de Djibouti depuis 1999, il demeure un risque élevé d'importation du poliovirus en circulation dans les pays voisins de la Corne de l'Afrique. Notre réponse s'inscrit dans le cadre d'une riposte sous-régionale synchronisée ciblant la catégorie d'enfants de 0 à 5 ans. Dans l'actualité, l'association des réseaux sociaux des handicaps a organisé ce matin à l'université de Djibouti une rencontre avec les jeunes universitaires et les entités concernées afin de sensibiliser les jeunes sur l'importance de scolarisation des personnes à besoins spéciaux et le rôle que ces jeunes peuvent mener pour leurs frères et sœurs. Comme la journée internationale des personnes handicapées sera célébrée le 3 décembre prochain de chaque année à travers le monde. À cet effet, le directeur général de l'Agence nationale pour les handicapés, M. Douali Saïd, et le président des réseaux sociaux, Idriss Moumine, ont tous deux rappelé que des lois ont été mises en place pour garantir et protéger les droits de toutes les personnes handicapées. Grâce à la volonté du chef de l'État, l'agence est directement rattachée à la présidence de la République. Vous voyez toutes les technologies qui sont aujourd'hui utilisées pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une vie normale comme tout le monde, de jeunes enfants qui vont à l'école, qui sont scolarisés et qui apprennent, certes d'une manière différente, mais qui apprennent le savoir comme tous les autres petits-enfants de la République. Et c'est surtout important, vous, en tant que jeunes universitaires, que vous soyez sensibilisés et surtout que ça suscite aussi des vocations pour justement, vous voyez qu'il y a deux métiers aussi, comme cette jeune dame qui est là, qui est leur institutrice, que Idriss m'a dit que c'est lui-même qui l'a formée. Et nous terminons l'actualité nationale avec cette formation sur le renforcement des connaissances au profit des employés de la CAC International Bank qui s'est clôturée hier après-midi au Sheraton Hotel. La formation a vu la participation des hauts dirigeants de cette banque. L'objectif était donc de renforcer les connaissances et les pratiques bancaires des employés dont CAC International Bank. La CAC International Bank porte un intérêt primordial à former ses employés. C'est dans cette optique que la CAC International Bank a signé un partenariat avec l'Université américaine du Caire pour une formation qui s'est tenue pendant 4 jours au Sheraton Hotel. Au terme de la formation, les employés donc ont tous reçu une attestation. Qui a duré depuis le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sur 2 thèmes très importants. Premier thème, on avait vu sur les Customer Service Excellence, c'est-à-dire comment satisfaire les clients, très important, et quelles sont les gammes de clients importants à connaître et quelles sont les méthodologies à adopter pour faire face à certains gens, à certains clients qui nous rencontrons tous les jours. Donc, 2 premiers jours, c'était le thème de notre formation. Et les 2 derniers jours, on a eu une formation aussi sur comment acquérir une bonne compétence de négociation, avoir une très bonne connaissance en termes de négociation et comment négocier avec les clients. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec le Kenya, où le président kenyan Uhuru Kenyatta a promis de maintenir ses troupes en Somalie pour sa sécurité.
Eh bien, Ali, comme vous le dites, le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré que les soldats kenyans poursuivraient leur mission en Somalie jusqu'à ce que la paix et la stabilité soient restaurées dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Le groupe activiste d'El-Shabaab, qui cherche à renverser le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, ce groupe a également lancé des attaques contre le Kenya, qui a déployé des troupes pour rejoindre l'AMISOM. Uhuru Kenyatta a appelé les soldats kenyans à se consacrer à la protection des êtres humains, à rester unis et à garder leur intégrité et responsabilité. Et cette inondation meurtrière dans l'Aude, en France, au moins 13 victimes ont été déclarées. Eh bien, Ali, en France, les pluies orageuses ont violemment frappé et meurtri l'Aude la nuit dernière. Selon le dernier bilan de la préfecture, au moins 13 personnes ont été tuées. Le département de l'Aude a été placé sous vigilance rouge. L'eau a dépassé les 5 mètres à Carcassonne, plus de 7 mètres à Tèvres, un niveau inégalé depuis 1891. Selon le ministère de l'Intérieur, des renforts de sécurité civile sont au cours d'acheminement dans l'Aude, alors que 700 pompiers sont déjà mobilisés. Avec plus de 250 interventions des pompiers dans la nuit, l'Aude a été particulièrement touchée par l'épisode orageux, mais 6 autres départements du sud étaient déjà en vigilance orange: l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Hérault, le Pyrénées-Orientales, le Téran, auquel la Météo France ajoute le Tarn et Garonne. Ces inondations sont déjà les plus meurtrières du pays depuis une dizaine d'années. Et nous terminons avec cette situation humanitaire catastrophique en Afghanistan, où 3 millions d'Afghans sont en situation d'urgence alimentaire. Bien, donc au moins 3 millions de personnes risquent la famine en Afghanistan, les chiffres parmi les plus élevés au monde. À titre de comparaison, c'est les 2 fois jusqu'à Soudan du Sud. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA en Afghanistan, ces chiffres sont pires que prévu, parmi les plus élevés au monde, et appellent à une réponse urgente. À titre de comparaison, le Soudan du Sud compte 1,5 million de personnes au niveau 4 et un peu moins que 4 millions au niveau 3. Pour OCHA, les besoins de l'Afghanistan sont 2 fois plus importants que ceux du Soudan du Sud. Selon les prévisions de l'agence de l'ONU, 600 000 personnes devraient être secourues en octobre, après les 600 000 déjà aidés le mois dernier. L'approche de l'hiver ajoute un degré d'urgence à la crise. OCHA s'est fixé donc mi-décembre comme date limite pour apporter de l'aide à au moins 2,5 millions de personnes. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.